Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 8 juillet. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au second tour des élections législatives 2024 dans les Yvelines. Débrief, analyse, tout de suite le programme. 3 nouveaux députés dans les Yvelines vont faire leur entrée à l'Assemblée nationale. Qui sont-ils? Que souhaitent-ils apporter à l'hémicycle? Leur portrait à suivre dans cette édition spéciale. 8 députés ensemble du camp présidentiel ont réussi à garder leur circonscription dans le département. Certains avec des scores importants comme Jean-Noël Barrot ou Béatrice Piron. Nous ferons le point sur ces députés qui ont réussi à convaincre de nouveau les Yvelinois. 2 circonscriptions ont basculé à gauche dans les Yvelines. Dieynaba Diop et Aurélien Rousseau, candidats pour le nouveau Front populaire, ont été élus respectivement députés de la 9e et 7e circonscription. Et puis ces résultats nous livrent plusieurs enseignements, analyses en fin d'émission avec Raphaël Mata-Duvigneau, maître de conférences en droit public à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et avec moi pour cette édition spéciale, plusieurs représentants politiques. Béatrice Piron, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été réélu député dans la 3e circonscription des Yvelines. À distance avec nous, Laurent Morin, bonsoir. 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 Vous étiez candidat pour le Rassemblement national dans la 9e circonscription des Yvelines. Enfin, Sébastien Ramage qui vient de se connecter avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez candidat pour le nouveau Front populaire dans la première circonscription des Yvelines. Alors, on va revenir dans un instant avec vous trois sur les résultats de ce second tour des élections législatives 2024 dans les Yvelines. Mais avant, je me tourne vers vous, Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste pour la rédaction de TV78. On va faire le point avec vous sur les 12 députés qui viennent d'être élus dans le département. On va vous présenter les résultats circonscription par circonscription. Mathilde, on commence tout de suite par la première circonscription des Yvelines. Charles Rodwell a été réélu député de cette circonscription. Il totalise 46,90% des suffrages et conserve ainsi son poste en s'imposant devant Sébastien Ramage du Nouveau Front populaire et Anne Jacquemin du RN. Dans la deuxième circonscription des Yvelines, Jean-Noël Barrot a lui aussi été réélu. Le candidat MoDem totalise 72,69% des suffrages. Il s'impose face au candidat du Rassemblement national Gaëtan Brault. Dans la troisième circonscription des Yvelines, Béatrice Piron, candidate Ensemble pour la République, a réalisé un score de 68,75% et s'impose assez largement face au candidat LR-RN Valentin Salvino qui a totalisé 31,25% des suffrages. On passe à présent à la 4e circonscription des Yvelines. Mickaël, là aussi la députée et ministre Marie Lebec a réussi à être élue. Oui, Mathilde, là aussi, pas de surprise. Marie Lebec, poussée dans une triangulaire, a réussi à s'imposer avec un peu plus de 50% des suffrages. Elle devance Céline Bourdon, la candidate NFP, qui totalise 26,97% des suffrages, et Jean-François Mourtou, le candidat RN-LR. On passe maintenant à la 5e circonscription des Yvelines. Pas de surprise non plus pour Yaël Braun-Pivet. La présidente sortante de l'Assemblée nationale totalise 49,1% des voix. Elle devance Yacine Beignet-Toul et le maire de Maisons-Laffitte, Jacques Millard. Dans la 6e circonscription, Natalia Pouzireff est réélue députée dans la circonscription. Elle devance Mélinda Sauger, candidate NFP, et Sophie Lelandais du Rassemblement national. Et dans la 7e circonscription des Yvelines, petite surprise, Mickaël, avec une députée sortante qui a été battue. Oui, Mathilde Nadiaé, candidate Ensemble pour la République, a été battue par Aurélien Rousseau qui totalise 39,14% des suffrages. Babette de Rosière, candidate LR-RN, arrive 3e avec plus de 27% des voix. Dans la 8e circonscription, Benjamin Lucas, candidat Nouveau Front populaire, a été réélu. L'écologiste a battu Cyril Naute, l'ancien maire RN de Mantes-la-Ville. L'homme politique totalise 63,55% des suffrages sur la circonscription. Et en ce qui concerne la 9e circonscription des Yvelines, c'est une nouvelle députée qui fait son entrée. Oui, Mathilde, Dieynaba Diop, candidate NFP, a gagné au forceps cette circonscription avec 53,97%. Elle devance Laurent Morin du Rassemblement national. C'est la première fois de l'histoire que la circonscription bascule à gauche. Dans la 10e circonscription, Aurore Berger conserve son siège avec 49,05% des suffrages.
Elle devance Thomas Duchalard et Cédric Briolet. Enfin, on termine avec les dernières circonscriptions des Yvelines, la 11 et la 12. C'était très serré dans la 11e. Tout à fait. Mathilde Laurent Mazori est le nouveau député de la circonscription. Le candidat LR-UDI l'emporte face au député sortant William Martinet, candidat NFP. Il l'emporte pour 140 voix et 50,16% des suffrages. Enfin, dans la 12e circonscription des Yvelines, pas de souci pour Carl Olive. Le député Ensemble pour la République l'a emporté avec 45,07% des suffrages. Il devance Christophe Massiot et Jean-Louis Mettelet. Eh bien, merci beaucoup, Mickaël Almidoro, pour toutes ces précisions. Béatrice Piron, je me tourne d'abord vers vous. Alors, on l'a dit, 8 députés Ensemble ont été réélus hier soir dans leur circonscription. Est-ce qu'on peut parler d'une victoire réconfortante ? Oui, globalement, ça fait la troisième campagne que la majorité présidentielle ou Ensemble donc remporte un grand nombre de circonscriptions dans le département. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on a réussi à éviter tout candidat du Rassemblement national. Donc la France a une grande vague d'élections du Rassemblement national sur la circonscription où nous avons évité. Je crois qu'il n'y a pas non plus de LFistes. Donc on a évité les extrêmes dans le département. Et chose qui est quand même aussi surprenant et qui perdure, c'est que nous n'avons plus de députés LR sur ce département qui historiquement était un département LR. Alors vous perdez quand même un petit peu de terrain chaque année, petit à petit. En 2017, vous aviez 11 circonscriptions, en 2022, 10, aujourd'hui 8. Quels enseignements tirez-vous de ces pertes ? Écoutez, c'est normal que les élections servent à renouveler les visages et quand nous sommes arrivés, donc il y avait eu un grand changement, ça peut pas être éternel, donc c'est normal qu'il y ait des ajustements de temps en temps. Je trouve que c'est largement inférieur au changement qu'il y a au niveau de la France entière, donc je pense que tous les députés du département sont reconnus par leurs citoyens comme ayant fait plutôt du bon travail. Et c'est évident qu'il y a quand même de temps en temps des modifications. Chaque territoire est différent. Je sais que la 9e, par exemple, j'avais un collègue que j'appréciais beaucoup, Bruno Millienne, qui a fait quand même lui aussi un excellent travail sur la 9e circonscription. Mais quand on est pris comme ça un étau en triangulaire avec du Rassemblement national et de la gauche, ça peut être difficile des fois de garder sa place. Alors Sébastien Ramage, je me tourne vers vous. La gauche, au contraire, gagne un petit peu plus de terrain chaque année avec l'arrivée de Dieynaba Diop dans la 9e circonscription, Aurélien Rousseau dans la 7e et Benjamin Lucas qui a été largement réélu dans la 8e. Est-ce que la gauche a réussi à convaincre dans ces territoires ? Alors bonsoir, oui bien sûr, la gauche elle progresse sur l'ensemble des circonscriptions en nombre de voix. Déjà, il ne s'agit pas ici d'une élection départementale, évidemment. Il s'agit avant tout d'une élection nationale. Il faut se voir que le nouveau Front populaire est arrivé en tête sur l'ensemble du pays, ce qui aujourd'hui présage de deux choses. Un, le peuple français ne considère pas que le Rassemblement national comme une alternative crédible à la politique d'Emmanuel Macron. Et deux, eh bien, il s'agit d'un camouflet pour la majorité présidentielle. Je pense qu'elle paye les conséquences de réformes qui ont été imposées à coup de 49.3 et de manière parfois extrêmement violente, comme la réforme des retraites, plus récemment la réforme des allocations chômage passée par décret, ou encore les mesures austéritaires qui se sont imposées à nos services publics, nos écoles, nos hôpitaux. Et donc je pense que le département des Yvelines reflète les dynamiques nationales, c'est-à-dire que ici comme ailleurs, le macronisme s'effondre. Et peut-être une dernière chose, c'est que dans les Yvelines, comme sur le reste du territoire, nous, en revanche, à gauche, nous avons été extrêmement clairs. J'entendais Madame Piron se réjouir que un candidat de la France Insoumise ne soit pas élu. J'aimerais lui rappeler que bon nombre de nos candidats se sont désistés pour faire en sorte que des élus de sa majorité soient élus plutôt que de courir le risque d'avoir des élus RN supplémentaires. Nous avons pris nos responsabilités sur 125 circonscriptions, dont des circonscriptions des Yvelines. Et je pense qu'il faudrait peut-être mettre un peu d'eau dans son vin et savoir
savoir accepter une défaite et entendre le message qui a été envoyé par le peuple français, qui est qu'aujourd'hui, eh bien, il faut abroger la réforme des retraites, il faut des mesures plus sociales. Sur Hamas, je pense qu'on a compris. On va laisser Madame Piron réagir comme ça. Après, on pourra aussi écouter Monsieur Morin qui n'a pas encore pris la parole. Alors, je ne suis pas tout à fait du même avis. Je ne pense pas que le nouveau Front populaire ait été vainqueur réellement de ces élections. Aujourd'hui, donc, le premier groupe à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national et tout le monde le regrette. Le deuxième groupe à l'Assemblée nationale, c'est le groupe Renaissance. Le groupe LFiste arrive en troisième position. Il y a eu des accords électoraux, effectivement, sur ce nouveau Front populaire. Ça fait 2 ans qu'on sentait des tensions et qu'on a pu constater aux Européennes des tensions entre les différents groupes de la NUPES ou du nouveau Front populaire. Attendons de voir un petit peu comment ces différents groupes de gauche travaillent entre eux et s'ils sont d'accord ou pas sur les sujets. Pour l'instant, pour moi, il y a des écarts. Et effectivement, je suis très reconnaissante à M. Siano, qui était du Parti socialiste, qui s'est désisté en ma faveur. Et je suis très respectueuse de cet acte. Ça a été dans les 2 sens également, dans d'autres circonscriptions. Laurent Morin, suite aux résultats des élections européennes, tout portait à croire que le Rassemblement national allait faire un bon score partout en France et dans les Yvelines. Finalement, la dynamique n'a pas pris. Alors, qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a fait que la dynamique n'a pas pris dans les Yvelines? Bien, écoutez, la dynamique a pris dans les Yvelines puisque en 2022, nous n'étions parvenus au second tour que dans la 9e circonscription. Là, nous parvenons au second tour dans toutes les circonscriptions des Yvelines, dans les 12 circonscriptions. Nous augmentons nos scores partout en nombre de voix, en pourcentage. 3 circonscriptions sur les 12, nous sommes seconds. Dans une d'entre elles, la mienne, nous sommes proches de la victoire. Nous permettons aussi d'éviter un candidat d'extrême gauche de gagner dans la 11e circonscription. Donc effectivement, si l'on se réfère au sondage qui nous donnait plus haut, on peut considérer qu'il peut y avoir une déception, mais c'est une déception à relativiser par rapport à cette progression inédite des records historiques réalisés dans toutes les circonscriptions, dans la 9e. Nous avons perdu Laurent Morin. Il va essayer de se reconnecter. Nous l'avons retrouvé. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est au niveau du département des Yvelines. Et puis au niveau national, Madame Piron l'a dit, nous sommes le premier groupe politique à l'Assemblée nationale avec une progression de 88 à 143 sièges. Une progression énorme également en nombre de voix, puisque nous atteignons 10 millions de voix sur l'ensemble de la France. Et là, on peut constater qu'il y a un détournement du scrutin, puisque les désistements, les tambouilles politiques entre la Macronie et l'extrême gauche ont fait en sorte de réduire notre nombre de députés, mais la vague est véritablement là, et je pense que ce barrage qui a été réalisé, ce barrage un peu artificiel contre nature qui a été réalisé, ne se reproduira plus à l'avenir, parce que ce barrage a été réalisé en atteignant le maximum du maximum de ce que nos opposants pouvaient faire, grâce à une participation élevée, grâce à des désistements. Mais moi, j'ai entendu beaucoup d'électeurs qui m'ont dit que ce serait la dernière fois, cette fois-ci, qu'ils tombaient, qu'ils étaient influencés, qu'ils tombaient dans ces magouilles politiques et qu'ils étaient influencés par ces tambouilles politiques. Donc la prochaine fois, je pense que nous aurons des victoires beaucoup plus importantes au niveau national et y compris dans les Yvelines. Alors justement, dans 2 ans, ce sont les élections présidentielles. Est-ce que vous êtes confiant à vous entendre oui? Est-ce que selon vous, le Rassemblement national pourra gagner des circonscriptions dans les Yvelines? Oui, je pense que les circonscriptions... Oui, je pense que les circonscriptions sont gagnables partout en France, y compris dans les Yvelines. Et puis, ce qu'il faut noter aussi, c'est que au travers de ce résultat des élections législatives, on constate que Emmanuel Macron était prêt à confier la responsabilité d'un gouvernement à Jordan Bardella, qu'il n'est pas prêt à le faire avec l'extrême gauche, et que effectivement ceci montre la crédibilité que nous avons pu atteindre, et donc effectivement pour les prochaines législatives ou présidentielles, nous serons en capacité d'atteindre la victoire, parce que le piège que souhaitait tendre Emmanuel Macron au Rassemblement national en nous confiant le pouvoir, ce piège est maintenant tendu à son propre camp et au camp de l'extrême gauche. Donc, encore une fois, ce sont les mêmes qui vont être au pouvoir, qui ne pourront pas
de toute façon régler les problèmes puisqu'ils en sont les causes, et donc nous pourrons constituer une alternance pour les années qui viennent. Madame Piron, est-ce que vous voulez réagir aux propos de Laurent Morin? Oui, alors on a tous constaté qu'il y avait effectivement une augmentation du nombre de voix qui est partie vers le Rassemblement national, y compris dans ma circonscription. Entre 2017 et maintenant 2024, on était à 8% pour le Rassemblement national, on monte quasiment à 24%, c'est une multiplication par 3. C'est quelque chose qu'on a entendu et qu'il faut prendre en compte, on va dire, dans l'attente des Français. Mais je ne suis pas convaincue du tout que cette progression va continuer parce que justement, je crois qu'il y a quand même un grand nombre de Français qui sont opposés, qui feront barrage et qui seront toujours prêts à faire barrage au Rassemblement national pour pas qu'ils aient les pleins pouvoirs. Donc, ils progressent, certes, mais ils n'ont pas encore atteint, loin de là, la majorité qui leur permettrait d'avoir une majorité absolue, donc par exemple l'Assemblée nationale. Monsieur Ramage, tout à l'heure, vous nous parliez du bon score du nouveau Front populaire au niveau national. Dans les Yvelines, il y a un score, une circonscription qui ternit un peu le tableau. C'est la 11e. Le candidat William Martinet a été battu par le candidat Laurent Mazory de l'UDI. Ça ternit un petit peu les résultats du nouveau Front populaire de la gauche dans les Yvelines. Oui, alors, le monsieur du RN, j'ai oublié son nom juste avant, parlait de magouille électorale. Alors là, cette circonscription, c'est l'exemple typique d'une magouille contre la gauche. Vous avez d'un côté, au premier tour, la candidate macroniste qui se retire pour favoriser l'élection de monsieur Mazory, et au second tour, la candidate du Rassemblement national qui, elle, à son tour, se retire pour faire un barrage face au candidat de gauche. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que sur cette élection, en vérité, les résultats n'ont pas tellement évolué par rapport à la précédente, dans le sens où, à la précédente élection, M. Martinet avait déjà remporté la circonscription à une centaine de voix près. Donc, les dynamiques et les rapports de force sont à peu près inchangés. Et d'ailleurs, pour la suite, je pense que voilà, nous récupérerons cette circonscription aussitôt l'occasion nous sera donnée. Juste, j'aimerais rebondir sur ces histoires de magouille, si vous me permettez. Pardon. Allez-y, rapidement. Oui. Juste sur le nombre de voix du Rassemblement national dans le pays, encore une fois, il faut garder en tête que nous avons désisté plus de 125 candidats. Donc, effectivement, si nous regardons l'élection dans son ensemble à l'échelle nationale, eh bien, le Front populaire, sans doute, si ces candidats s'étaient maintenus au second tour, serait largement devant le Rassemblement national en nombre de voix. Et ça veut bien dire une chose, c'est que la véritable surprise qui a déjoué les pronostics dans cette élection, eh bien, c'est le nouveau Front populaire et c'est la seule force qui progresse sur l'ensemble du territoire. Et dernier point sur ma circonscription, moi-même, je progresse en nombre de voix par rapport à la précédente élection. Par contre, là où il y a un transfert de voix et un pourcentage qui baisse, c'est pour le candidat macroniste Monsieur Rodwell, où un ensemble d'électeurs se sont déplacés sur la droite pour aller voter RN. Et c'est ça ma crainte, c'est que Madame Piron et ses amis, à force de reprendre les discours et les thématiques du Rassemblement national, je crains qu'effectivement de plus en plus de leurs électeurs préfèrent l'original à la copie et se déplacent davantage vers la droite. Donc je pense que dans ces prochains mois, il faut apaiser le débat public, mais surtout faire parler des thématiques qui concernent véritablement le quotidien des Français et des Françaises et pas simplement les polémiques véhiculées par l'extrême droite sur l'immigration, l'insécurité, etc. Merci Monsieur Ramage et merci à vous trois. Restez avec nous, on continue de débriefer et d'analyser les résultats du second tour des élections législatives 2024 dans les Yvelines. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir le portrait des 3 nouveaux députés qui vont faire leur entrée à l'Assemblée nationale. C'est le reportage de Clara de Frutos. 3 nouveaux députés yvelinois feront leur entrée à l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Parmi eux, l'ex-ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Le candidat du nouveau Front populaire est devenu le nouveau député de la 7e circonscription des Yvelines. Il s'est imposé avec 39,14% des voix face à la députée sortante, Nadia Hay, candidate de la majorité présidentielle. Originaire du département du Gard, Aurélien Rousseau commence d'abord sa carrière professionnelle comme professeur d'histoire à Bondy. Il a ensuite travaillé avec plusieurs personnalités politiques, parmi elles Manuel Valls, Bernard Cazeneuve ou encore Bertrand Delanoë. À 48 ans, Aurélien Rousseau fera pour la première fois son entrée à la Chambre basse en tant que député.
Fierté et émotion d'être élu député de la Nation. Merci aux électeurs, élus et militants de la 7e Circo des Yvelines qui ont arrêté le RN et choisi une candidature de gauche républicaine, sociale, féministe, écologiste. J'adresse mes salutations républicaines à Nadiae. La seconde députée qui fait son entrée à l'Assemblée nationale, c'est Dieynaba Diop. Pour elle, c'est une victoire historique. La candidate du Nouveau Front populaire remporte le siège de députée dans la 9e circonscription des Yvelines. Historiquement de droite, c'est la première fois que la circonscription sera représentée par une députée de gauche. La porte-parole du Parti socialiste avait face à elle Laurent Morin, candidat du Rassemblement national. Elle remporte le duel avec 53,97% des voix. Pourtant, rien n'était gagné. Le candidat RN était majoritaire dans 68 des 88 communes de la circonscription. Depuis 2008, Dieynaba Diop est adjointe au maire des Mureaux, d'abord à l'éducation, puis à la culture et enfin aux relations internationales et à la francophonie. Également enseignante à Mantes-la-Jolie, elle fait aujourd'hui partie des 64 députés du Parti socialiste qui vont siéger à l'Assemblée nationale sous la bannière du Nouveau Front populaire. Le troisième nouveau député des Yvelines a fait basculer la 11e circonscription à droite. Laurent Mazory l'emporte sur le fil face au député sortant du Nouveau Front populaire, William Martinet, avec 50,16% des voix contre 49,84%, soit 140 voix d'écart. Bien sûr que c'est du stress, mais en même temps, ça n'en rend la victoire que plus belle. Nous sommes très heureux, évidemment, d'avoir ce soir ramené la 11e circonscription des Yvelines au centre et à droite. Laurent Mazory est adjoint au maire d'Elancourt depuis 2008 et vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 2014. Ses dossiers prioritaires durant son mandat, renforcer la sécurité, améliorer le pouvoir d'achat et l'éducation dans la 11e circonscription. Et si vous venez de nous rejoindre sur TV78, bienvenue, on poursuit cette édition spéciale consacrée au second tour des élections législatives 2024 dans les Yvelines. Toujours en plateau avec moi, Béatrice Piron, réélue députée dans la 3e circonscription des Yvelines. À distance, Laurent Morin, candidat pour le Rassemblement national dans la 9e circonscription des Yvelines. Et également à distance, Sébastien Ramage, candidat pour le Nouveau Front populaire dans la 1re circonscription des Yvelines. Alors, au lendemain de ce second tour, aucun parti n'a réussi à avoir de majorité absolue à l'Assemblée nationale. On va rappeler les résultats nationaux et le nombre de sièges pour les principaux partis à l'hémicycle. 182 sièges pour le Nouveau Front populaire, 168 pour Ensemble, 143 pour le Rassemblement national et ses alliés. Sébastien Ramage, je me tourne vers vous. Vous obtenez une majorité relative. Comment le Nouveau Front populaire compte s'organiser à l'Assemblée nationale ? Ah, je crois qu'on a perdu Monsieur Ramage. Alors Béatrice Piron, je pose la question à vous en tant que députée du camp présidentiel. Comment est-ce que vous allez procéder à l'Assemblée nationale sans majorité ? Il va falloir trouver des coalitions. Vers qui est-ce que vous allez devoir vous tourner ? Alors, je crois que vous venez de l'exprimer vous-même. Donc, on va chercher à obtenir une coalition. Donc, on en a beaucoup parlé dans les médias aujourd'hui ou même en fin de semaine dernière. On était un pays en France où ça fait longtemps, ça fait de nombreuses années qu'il n'y a pas eu de coalition. C'est arrivé, mais c'était assez vieux ou ancien et c'était pas présent depuis une quarantaine d'années. Je pense que les autres pays européens y arrivent, donc pourquoi est-ce que la France n'y arriverait pas ? Donc on est à peu près, on arrive en deuxième groupe, il suffirait de gagner quelques voix de sociaux-démocrates et quelques voix de républicains modérés, parce que par exemple vous avez positionné M. Mazory à droite, il dit lui-même dans son exposé qu'il est du centre et de droite, du centre-droite. L'UDI, mon suppléant est UDI également. L'UDI nous a soutenus, faisait partie de la campagne dans le groupe de Valérie Ayé. Il fait partie de ce groupe de soutien au niveau sur des valeurs européennes. Et il pourrait peut-être aussi rejoindre l'arc républicain plus central que forcément les LR, qui aujourd'hui sont partagés. Alors, on a bien vu la scission qu'il y avait entre les ciotistes et les non-ciotistes. Et aujourd'hui, on a des gens qui nous ont déjà rejoints, donc soit chez Renaissance, soit chez Horizon. Je pense qu'il y a peut-être possibilité d'élargir légèrement à droite et légèrement à gauche la majorité, pour avoir un arc républicain, comme l'a dit Yael Braun-Pivet. Donc on essaye d'élargir pour pouvoir avoir une majorité, parce que je ne suis pas sûre que NFP arrive à faire voter des lois, même si c'est aujourd'hui effectivement l'intergroupe le plus important. Alors justement, on va poser la question à Monsieur Ramage qui a réussi à se reconnecter. Monsieur Ramage, vous obtenez une majorité relative à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que le Nouveau Front populaire va s'organiser à l'hémicycle ?
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on est la première force politique, donc déjà il faut que le gouvernement reflète cela, que le choix des Français qui se sont exprimés dans les urnes se retrouve dans la composition du gouvernement et que le Premier ministre soit issu de nos rangs. Cela nous donnerait déjà un certain nombre de prérogatives, notamment la possibilité de publier des décrets, comme le décret d'abrogation de la réforme de la retraite à 60 ans, les décrets sur le blocage des prix sur les produits de première nécessité, sur l'essence, sur l'énergie, les décrets visant à reconnaître l'État palestinien, etc., etc. Donc il y a déjà un certain nombre de prérogatives que nous pourrions avoir si nous avons le gouvernement. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que nous avons été très clairs à l'AFI, mais également Monsieur Faure hier soir. Notre projet, c'est notre programme commun et rien que notre programme commun. Donc nous ne ferons pas, évidemment, à ce titre, d'alliance contre nature avec des gens avec qui nous partageons très peu de choses au final. Et donc nous ne ferons alliance qu'autour de nos propositions. Et cela a un nom, cela s'appelle le débat parlementaire. Et donc il va falloir, texte par texte, débattre, trouver des compromis, des solutions pour les Françaises. Je pense que ça va faire du bien à notre démocratie, que les décisions ne soient plus prises dans le bureau d'un seul homme, mais qu'elles soient prises dans une assemblée de 577 députés. Alors, il y a quand même une question qui subsiste, Monsieur Ramage, c'est est-ce que la gauche va réussir à rester soudée? Parce qu'on se souvient de la NUPES qui a éclaté. Est-ce que le nouveau Front populaire va réussir à rester soudé? Alors ça, effectivement, c'est un peu une musique qu'on entend beaucoup, paradoxalement pas trop dans nos rangs, mais plutôt dans les rangs de nos adversaires et du système médiatique. En vérité, nous avons fait la démonstration qu'en l'espace de 3 à 4 jours, nous avons été capables de déposer un candidat par circonscription dans l'ensemble des circonscriptions de ce pays. Déjà, il faut comprendre l'exploit. Ensuite, nous avons un programme autour duquel nous avons travaillé de manière conjointe et auquel l'ensemble des partis composant la NUPES, le nouveau Front populaire, adhèrent. Et donc, oui, il y a toujours des différends entre personnes, il y a des rapports de force qui vont s'exprimer, mais là encore, il faut pas paniquer. C'est comme ça que fonctionne le débat politique. C'est comme ça que c'est l'histoire aussi de la gauche qui est faite de pluralité, de courants qui sont diverses. Mais moi, je suis très confiant sur notre capacité à travailler de consort malgré nos désaccords et d'avancer vers nos propositions et notre projet. Voilà. Monsieur Morin, je me tourne vers vous. Vous n'avez pas encore pris la parole. Est-ce que vous voulez réagir aux propos de Monsieur Ramage ou de Madame Piron? Il y a un petit décalage, Monsieur Morin. Est-ce que vous m'entendez? Bon, je crois que Monsieur Morin nous entend pas. Madame Piron, je crois que vous voulez... quelque part... On a retrouvé Monsieur Morin. C'est très haché. C'est très haché, Monsieur Morin. Madame Piron, est-ce que vous voulez réagir aux propos de... Oui, évidemment. Je vois plein de contradictions dans ces explications. D'un côté, il mentionne donc que le nouveau Front populaire souhaite faire passer une multitude de décrets. Alors c'est quand même surprenant de la part d'un candidat pour être député de vouloir et aspirer à ce que tout soit fait par décret. Normalement, on souhaite du débat parlementaire, on souhaite légiférer et que ce soit le Parlement qui légifère et non pas simplement un Premier ministre qui prenne des décrets tout seul. Je pense que c'est parce qu'il y a une crainte justement que leur loi ne puisse pas passer dans l'hémicycle, parce que même s'ils représentent le plus gros groupe, ils savent très bien que par exemple sur la réforme des retraites, que ni la majorité donc ensemble, ni les gens plus à droite comme les LR ou le Rassemblement national ne voteront donc un retour à l'âge de retraite à 60 ans. Donc c'est parce qu'ils savent que les lois ne passeront pas à l'Assemblée nationale qu'ils veulent tout faire passer par décret. Après, il dit comme quoi ils ne céderont rien sur aucun point de leur programme, et ça sera leur programme exclusivement, mais ils chercheront des compromis. Pour moi, un compromis, c'est une négociation. Donc on ne peut pas dire ne pas souhaiter négocier et puis faire des compromis. Donc je pense qu'il y a quand même une mauvaise préparation et une anticipation de blocage qui fait qu'ils veulent passer par décret. Est-ce qu'on a pu récupérer Monsieur Morin? Non, nous n'avons pas pu récupérer Monsieur Morin.
On va faire un point sur la participation. À présent, 66,35% des Yvelinois se sont déplacés aux urnes, soit près de 17 points de plus qu'en 2022. Hier, Clara de Frutos et Julien Leroy se sont rendus dans 2 communes de Saint-Quentin en Yvelines pour mieux comprendre les motivations des électeurs. 66,35%, c'est le chiffre de la participation dans les Yvelines pour le second tour des élections législatives. Cette mobilisation semble avoir profité à Renaissance et au Modem, qui conservent 8 des 12 sièges de députés dans le département. Une hausse significative de l'affluence par rapport au scrutin de 2022, où l'abstention était de 50,47%. En revanche, le score de 2024 était hier légèrement plus faible avec 647 709 votants par rapport au premier tour avec ses 675 351 électeurs. Dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Montigny-le-Bretonneux fait figure de bon élève avec une participation de 71,28% contre 66,63% au niveau national. Des citoyens de la première circonscription que le début de la période estivale ne semble pas avoir démotivé. C'est une responsabilité parce que notre choix détermine, au-delà de la ville, au-delà de notre département, sur toute la France, c'est représentatif de qui nous sommes en tant que groupe. Et donc c'est en ça un vote d'adhésion. Ce qui est bien, c'est que ça change par rapport aux dernières années où effectivement le taux d'abstention était quand même vachement plus fort. Et là maintenant, c'est quand même assez agréable de voir que les gens prennent conscience que c'est important de voter et de se prononcer sur notre avenir. De son côté, Trappes confirme sa participation en forte hausse dans la 11e circonscription. 61,13% des inscrits ont déposé un bulletin dans l'urne contre seulement 39,39% lors du second tour des élections législatives de 2022. On vote pour un monde meilleur, pour nous et pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce qu'on ne sait pas où on va, quoi. En espérant que ça aille mieux. Tout simplement pour notre avenir, parce que je suis encore un peu jeune et je pense beaucoup à mon avenir et à l'avenir futur de mes futurs enfants aussi, bien évidemment. Dans le département, la plus petite commune des Yvelines, le Tartre-Gaudran, est celle qui a le plus voté avec 89,19%, juste devant Senlis et ses 84,40% de participation. Plus au nord, Mantes-la-Jolie est la ville où on a le moins voté avec 56,54% d'électeurs aux urnes pour ce second tour. Alors on va faire un petit tour de table sur la participation, 66,35% dans les Yvelines. Elle n'a jamais été aussi forte depuis 1997 dans les Yvelines. Sébastien Ramage, est-ce que c'est bon signe pour la démocratie, cette forte participation ? Alors oui, bien sûr, je pense que les citoyens français ont saisi les enjeux de cette élection. On est un peuple très politique. Et donc, quand les élections sont fortes en enjeu, évidemment, les gens comprennent les choses et vont se déplacer dans les urnes. Par contre, j'aimerais toutefois dire une chose, c'est que ceux qui ont le moins voté sont généralement ceux qui ont le plus besoin, notamment du programme du Nouveau Front populaire. Dans les quartiers populaires, là où les gens votent majoritairement pour nous, c'est là qu'ils se sont le moins déplacés. Alors effectivement, on voit la différence de taux de participation avec Trappes. Sur ma circonscription, par exemple, les plus faibles taux de participation étaient au niveau du quartier de Jussieu à Versailles et au niveau du pont du Routoir à Guyancourt. Et pourtant, ces quartiers m'ont mis largement en tête dans leur bureau de vote. Donc, il y a un problème aujourd'hui avec un rejet de la politique de la part d'une partie de nos citoyens, tout simplement parce que, et je les comprends, ils sont dégoûtés que les politiques leur tournent le dos depuis de nombreuses années. Et donc, certaines personnes se sont résignées au vote et nous disent, quand on va tracter sur les marchés, nous disent qu'ils n'y croient plus et qu'ils sont dégoûtés par les actions de ces précédents gouvernements. Et peut-être une dernière chose, la participation aurait peut-être été un petit peu plus élevée si Monsieur Macron, au lieu de dissoudre et d'organiser les élections les plus rapides de la Ve République, eh bien, avait peut-être un peu plus pris son temps pour, par exemple, dissoudre après les Jeux Olympiques, à la rentrée, quand les gens ne s'apprêtent pas à partir en grandes vacances. Et je pense que si on avait eu le temps de faire une campagne plus intense, eh bien les résultats seraient bien différents, mais surtout la participation elle-même serait différente si on avait eu tout simplement le temps d'organiser les choses. Et je crois que Madame Piron et ses amis seront d'accord avec moi au vu de dire de Monsieur Attal hier soir à la télévision. Justement, on va donner la parole à Béatrice Piron. Oui, on aurait préféré pouvoir faire une campagne plus régulière, comme on a l'habitude de faire sur plusieurs
plusieurs mois, mais quand on faisait des campagnes sur plusieurs mois, la participation n'était pas aussi importante. Donc je ne pense pas qu'il y ait un lien direct. Donc là, il y a eu peut-être une petite gêne sur les congés, mais quand on voit le nombre de procurations qui ont pu être validées, c'est que les Français ont réussi à s'organiser quand même en conséquence. Moi, je trouve que c'est positif que les gens se soient réveillés. Donc, j'avais déjà alerté et fait des réunions et travaillé sur l'abstention ou la participation, notamment auprès des jeunes. Donc, j'avais constitué un conseil de circonscription des jeunes, donc qui accueille les jeunes pour les initier un petit peu à la politique, aux institutions et les encourager donc à aller voter. Et je pense que au moins ces élections un peu brutale, ou cette dissolution qui a été très brutale, au moins a ramené un petit peu cette notion de devoir civique auprès de tous les citoyens. Alors selon Sébastien Ramage, un meilleur taux de participation encore aurait bénéficié aux candidats de gauche. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non, moi j'ai des communes où j'ai plus de 80% aussi de votants, et ça n'a pas plus voté à gauche quand il y avait 80% de votants que quand il y en avait 60. Donc je pense que ce n'est pas directement lié. Monsieur Ramage, est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot ? Je précise qu'on n'a toujours pas récupéré la liaison avec Monsieur Morin. Non, bah écoutez, encore une fois, moi je reviens sur le choix du président. Il faut quand même se dire que est-ce que c'est normal cette 5e République où dans son bureau, seul un homme peut prendre la décision de prendre l'ensemble des Français. Alors j'ai pas envie d'utiliser l'expression en otage, mais voilà, d'imposer à tous sa décision propre. Je pense que cette élection, elle nous permet au moins de clarifier une chose, c'est que nos institutions, elles ont un problème. Elles ont un problème de démocratique. Il n'y a pas suffisamment de décisions collectives, trop de pouvoir dans les mains d'un seul homme. Et je pense que un des grands projets que nous devons porter à l'avenir, c'est la réforme de ces mêmes institutions, peut-être pour un centre de gravité qui se rapproche davantage de l'Assemblée nationale, pour des élections qui sont davantage préparées et où les citoyens ont davantage leur mot à dire. Je pense que c'est ça la séquence qui s'ouvre devant nous, une réflexion sur la réforme de nos institutions et aussi de l'écoute des corps intermédiaires, des syndicats, des organisations, des associations, et aussi une réforme de nos médias. Et je finirai là-dessus parce que il y a aussi un rôle du système médiatique, privé comme public, dans cette campagne qui peut-être à certains moments n'a pas joué le rôle qu'il aurait pu jouer dans l'exercice du débat démocratique. Voilà. Merci Monsieur Ramage. Béatrice Piron, un tout dernier mot assez rapide. Oui, mais peut-être que la dissolution a été brutale, mais j'encourage maintenant justement à prendre le temps de construire une coalition et de peut-être pas se presser immédiatement à choisir un Premier ministre immédiatement. Je crois qu'on doit pouvoir réfléchir et construire, comme ça se passe en Allemagne, en Belgique et dans les autres pays de l'Europe, à construire une coalition. Ça peut parfois prendre des semaines, parfois des mois, donc donnons-nous le temps. Eh bien, merci beaucoup à vous trois, Béatrice Piron, députée de la 3e circonscription des Yvelines, Sébastien Ramage, candidat dans la Nouveau Front Populaire dans la 1re circonscription des Yvelines, et Laurent Morin, qui était avec nous en début d'émission, candidat Rassemblement National dans la 9e circonscription des Yvelines. On va continuer d'analyser les résultats de ce second tour des élections législatives 2024 dans les Yvelines avec un nouvel invité, Raphaël Mata-Duvigneau, maître de conférence en droit public à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Une interview enregistrée ce midi. Suite et fin de cette édition spéciale consacrée au second tour des élections législatives 2024 dans les Yvelines. Raphaël Mata-Duvigneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'UVSQ, l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Avec vous, on va analyser les résultats de ce second tour dans le département. 8 députés ensemble gardent leur circonscription. 2 circonscriptions basculent à gauche et une passe à droite. Est-ce que ce sont des résultats surprenants pour vous ? Alors, les résultats surprenants, non, d'une certaine manière, puisque finalement le terreau des Yvelines reste du côté de la majorité de l'ancienne majorité présidentielle. On va dire que les Yvelines restent globalement et majoritairement au centre droit ou à droite. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce mouvement de bascule sur une circonscription, notamment, où la gauche gagne une circonscription. Il y en avait déjà 2 lors des précédentes élections, donc finalement, sur le plan
de ces deux circonscriptions, qu'elles restent à gauche, ce n'est pas une grande surprise. Voilà, c'est la question du basculement de la troisième qui peut être une surprise, mais globalement, si on prend un raisonnement global sur les Yvelines, j'ai l'impression de dire qu'il n'y a pas de véritable grosse surprise, c'est comme c'était avant. Voilà. Et donc avec ces résultats, est-ce que les Yvelines prennent un peu le contre-pied des résultats au niveau national avec un fort ancrage macroniste? Alors, c'est sûr, après, traditionnellement, les Yvelines sont quand même globalement sur cette sociologie politique de centre droit. Donc là, oui, il y a effectivement par rapport aux résultats nationaux une forte contradiction. Après, je pense, mais ça, on pourra le voir circonscription par circonscription, mais le décalage ville, zone rurale, montre qu'il y a finalement une sorte de corrélation, puisque les zones rurales sont plutôt à droite, alors que les zones urbaines aujourd'hui sont plutôt à gauche, centre-gauche, voire extrême-gauche d'une certaine manière. Donc finalement, cette sociologie-là se retrouve un peu partout en France. Oui, on va en parler justement dans la plus grande circonscription des Yvelines. La 9e, c'est la désillusion pour le candidat du Rassemblement national, Laurent Morin. Il arrive en tête dans une grande majorité de communes, 68 exactement, sur 88 communes dans la circonscription. Finalement, c'est Djenaba Diop, la candidate Nouveau Front Populaire, qui l'emporte grâce au vote des grandes villes comme Les Mureaux ou Aubergenville. Est-ce qu'on peut parler d'une fracture entre ville et campagne? Fracture, je ne sais pas. Et que ce soit au niveau des Yvelines ou au niveau national, je n'aime pas forcément le mot fracture, mais il y a une sorte de distinction des intérêts. Une divergence des intérêts, une divergence des besoins, une divergence des frustrations. Et finalement, oui, il peut y avoir une fracture, mais en tout cas, la ville, que ce soit au niveau des Yvelines ou au niveau national, la ville a du mal à parler à la campagne, ou en tout cas à la ruralité. Les deux ne se comprennent plus. Et alors justement, comment recréer du lien entre les villes et les campagnes? C'est compliqué. Déjà, je pense que, de mon point de vue, pour que les deux se reparlent, il faut qu'il y ait un mouvement général de réaménagement du territoire. Je pense que implanter des services publics un peu plus dans la ruralité, un peu plus dans les campagnes, et ne pas tout mettre au niveau des centres-villes ou des centres urbains, c'est l'essentiel. Parce que la ruralité, moi je connais bien un département très rural où les services publics sont très peu présents. Et finalement, j'ai l'impression que là où il y a un vote beaucoup plus important, notamment pour le Front National, c'est parce que, alors, bon, je mets de côté tout ce qui est raciste, xénophobe, etc. Mais il y a un vrai sentiment d'abandon, de frustration et d'incompréhension. Et je pense que c'est cet élément-là qui fait monter certains groupes, certains votes extrêmes. Et je pense que l'aménagement du territoire est quelque chose de fondamental. Et donc pour vous, ces deux France peuvent se réconcilier? Elles peuvent, mais à condition que les politiques le veuillent. Autre candidat de gauche qui renverse la tendance dans la 7e circonscription, c'est Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé sous Elisabeth Borne. Il arrive en tête face à Nadia Hay, elle aussi ancienne ministre de la Ville. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que Nadia Hay n'a pas convaincu les électeurs? Alors déjà, si vous me permettez, c'est assez savoureux d'avoir dans une élection législative deux anciens ministres du même gouvernement, de la même tendance, qui s'affrontent. Je passe sur les allers-retours d'Aurélien Rousseau, mais je pense là concrètement que ce qui a joué, c'est le rejet de la politique d'Emmanuel Macron. C'est pas forcément Nadia Hay en tant que telle. Je ne sais pas si c'est non plus Aurélien Rousseau qui a capté un vote d'adhésion pour lui, mais je pense que là, clairement, c'est le rejet de la politique d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est ça. Et comme c'était aussi le rejet pour Bruno Millienne, qui a été troisième, et je pense que c'est ça. Alors, autre désillusion, c'est William Martinet, ancien député LFI de la 11e circonscription des Yvelines, qui perd face à Laurent Mazory, candidat UDI, 140 voix. Les séparent. Un recours devrait être déposé. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alors pour l'instant, Laurent Mazory a été déclaré gagnant, donc il est député. Maintenant, si un recours, à voir si c'est effectivement le cas, le recours doit être déposé alors les délais, je ne les ai plus en tête, mais doit être rapidement déposé auprès du Conseil constitutionnel, qui est l'autorité qui est chargée d'examiner les recours pour les élections législatives. Ensuite, le Conseil constitutionnel va justement examiner ce recours, quels sont les moyens d'ailleurs développés par le candidat perdant. Il va y avoir un recomptage des votes, concrètement.
Et ensuite, le Conseil constitutionnel proclamera les résultats. Soit il validera l'élection de Laurent Mazory, soit il l'invalidera, et auquel cas, eh bien, une nouvelle élection partielle, comme on dit, aura lieu. J'ajoute un élément, c'est que ça va être le contrôle du comptage des voix, mais il pourrait y avoir, dans les Yvelines comme partout ailleurs, des contrôles aussi sur les comptes de campagne. Et là, on peut imaginer aussi que la Haute Autorité de transparence de la vie politique notamment, et la Commission des comptes des Commissions nationales des comptes de campagne, puissent invalider aussi des candidatures parce que les comptes de campagne auront été irréguliers. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors on va parler un petit peu de la participation en très forte hausse dans les Yvelines par rapport à 2022. Comment est-ce que vous expliquez ce regain d'intérêt? Alors ça c'est très simple. D'une certaine manière, déjà le président de la République nous a redonné la parole. Donc c'est un mouvement de respiration démocratique. On critique beaucoup le fait que le pouvoir politique se désintéresse de la société, des citoyens. Là, on nous donne la parole de manière exceptionnelle et donc finalement l'ensemble de la société à jouer le jeu et à participer. Ça, c'est un point qui est important. Un autre point qui est important, c'est, je pense, on ne le dit pas assez, même si le Front républicain, l'arc républicain a bien fonctionné, les désistements pour ou contre le RN ou LFI, ça, c'est pas la question. Mais en tout état de cause, tous les députés qui sont élus bénéficient d'une légitimité qui est importante. Et là, ça fait longtemps que les députés n'avaient pas une telle légitimité. Et ce taux de participation donne une force finalement à cette nouvelle Assemblée nationale. Alors au niveau national, pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. On rappelle les résultats, 182 sièges pour le nouveau Front populaire, 168 pour Ensemble, 143 pour le Rassemblement national. Comment est-ce que ça va se passer à l'hémicycle? Est-ce que vous pensez que les partis vont pouvoir réussir à créer des coalitions alors qu'ils n'en ont pas l'habitude et qui surtout ils n'en ont pas l'envie à 2 ans des présidentielles? Oui, ça c'est un vrai sujet d'interrogation, de perplexité, on plonge dans l'inconnu. Vous me parlez des groupes, Nouveau Front Populaire. Est-ce que le Nouveau Front Populaire va rester Nouveau Front Populaire? Ça, c'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse. Aucun groupe n'a la majorité absolue, ça c'est clair. Une coalition, c'est ce que l'on peut espérer, en restant neutre, ce qu'on peut espérer de mieux. Une coalition entre différents groupes, entre différents partis. Notre 5e République n'est pas faite pour la culture du compromis, de la négociation, du dialogue. Eh bien, les députés et les partis vont devoir apprendre à négocier, comme dans d'autres pays, comme en Allemagne, comme au Danemark, comme en Espagne, négocier, peut-être projet de loi par projet de loi, programme par programme, pour essayer de trouver des majorités conjoncturelles, ponctuelles, pour faire adopter des textes. Mais bien malin est celui ou celle qui pourra déterminer ce qui va arriver. Même à 2 ans des présidentielles ou... Et d'ailleurs, on peut très bien imaginer que dans 1 an, une nouvelle dissolution ait lieu. Alors enfin, quel est le calendrier à venir? Quand est-ce qu'Emmanuel Macron va nommer son Premier ministre? Quand est-ce que, enfin, si il va devoir nommer un Premier ministre, et quand est-ce que le nouveau gouvernement, s'il y a un nouveau gouvernement, va être annoncé? Alors, je vais vous répondre très simplement, il n'y a pas de calendrier. En tout cas, s'il y en a un, mais il est très flou. Le Premier ministre ce matin a déposé sa démission. Le Président de la République l'a refusé. Il a tout à fait le droit de refuser la démission. Donc, pour l'instant, c'est un gouvernement démissionnaire qui va expédier, c'est le terme technique, expédier les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. L'Assemblée nationale va se réunir de mémoire le 18 juillet. Le 18 juillet, il y aura l'élection du ou de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Le lendemain, ce sera l'élection du bureau de l'Assemblée avec les vice-présidents, les questeurs, les secrétaires et la constitution des groupes politiques. Le 20 juillet, normalement, le Premier ministre doit, en théorie, faire une déclaration de politique générale, et c'est à ce moment-là que l'on saura quels sont les partis qui sont dans la majorité, qui vont soutenir le Premier ministre, ou les partis, ou les groupes politiques plutôt, qui vont se déclarer d'opposition. Déjà, là, le 20 juillet, on aurait normalement un éclairage sur les partis politiques. Ça, c'est la théorie. Mais en pratique, on a bien compris hier que le gouvernement, en tout cas que Gabriel Attal, pourrait rester Premier ministre démissionnaire au-delà du 18 juillet, peut-être au moment des débuts des Jeux Olympiques, voire même jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Il n'y a pas de calendrier. Le président de la République est libre de désigner qui il souhaite. On peut imaginer que pendant ce temps-là, d'autres consultations aient lieu pour essayer de former un gouvernement. Mais là encore, il n'y a pas de date absolue. Par contre, si vous me permettez, la date butoir, c'est septembre, pour le début des débats parlementaires sur le budget. Ça va être l'élément déterminant.
Merci beaucoup, Raphaël Mata-Divigno, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et c'est la fin de cette édition spéciale consacrée au second tour des élections législatives 2024 dans les Yvelines. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV78. Prenez soin de vous.